Voilà dans la 8e séquence consacrée à l'étude de cas issue de l'analyse de la publication proposée par Maclean Anderson en 1966. Donc, je vous rappelle l'objectif. Il s'agit d'essayer de trouver un mélange de 4 constituants, du magnésium, du nitrate de sodium, du nitrate de strontium et un liant, mélange qui permet de maximiser l'intensité lumineuse. Donc pour ça, nous avions défini dans la partie conception de la campagne expérimentale une liste de 15 mélanges qui couvraient le domaine expérimental. On s'était assuré a priori que ces mélanges permettraient de calculer un modèle polynomial de degré 2 qui présente 10 paramètres à estimer. C'est ce qui a été fait dans l'analyse mathématique, laquelle analyse mathématique nous a permis d'une part d'obtenir ces coefficients et d'obtenir les écarts entre le modèle et les expériences, et patatrac, nous allons revenir dessus. Nous avions vu que pour le mélange qui nous donnait la plus grande satisfaction, avec 425 10-3 candela, c'était au centre du domaine, eh bien c'était en ce mélange que le modèle était le moins descriptif, puisque le résidu était le plus grand. Alors, nous allons aborder maintenant, dans cette 8e séquence, l'analyse statistique. Alors, l'analyse statistique, c'est souvent ce qui fait un peu peur aux expérimentateurs non avertis. On va essayer de vous donner confiance et du moins de vous montrer ce qu'il faut regarder en priorité dans une analyse statistique. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse statistique? Un chapitre a été dédié à ce sujet dans la partie course, ça s'appelle aspect statistique. Que penser des résultats obtenus? Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat issu de l'analyse mathématique? L'analyse mathématique produit un modèle. Donc, on vous rappelle en bas la forme générique. Les questions, c'est est-ce que j'ai le droit de croire à cette équation? Est-ce qu'elle est descriptive ou est-ce qu'elle est prédictive? L'analyse mathématique a produit un premier vecteur, c'est le vecteur des coefficients. Alors je rappelle ici que la valeur de ces coefficients a été estimée à partir des constituants et non des pseudo-constituants, et la valeur de ces coefficients est tout à fait homogène à ceux qui avaient été proposés par Maclean Anderson en 1966. Et il faut se poser la question, est-ce que ces coefficients ne seraient pas par hasard proches de 0? Alors ne vous fiez pas à l'ordre de grandeur des coefficients, 1550, 14 000 ou 17 000. Non, est-ce que ces coefficients sont significativement différents de 0? Et puis on avait obtenu, produit de l'analyse mathématique, le vecteur des résidus dont je vous avais dit, empressez-vous d'en faire un graphique, alors sous forme d'un diagramme en bâton ou sous toute autre forme graphique. Et regardez, le résidu pour le 15e mélange, c'est le plus fort, hein, 95 10-3 candela. Et il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont normalement distribués? Normalement distribués, ça veut dire qu'ils sont tous petits, proches de 0. Pourquoi? Parce que une des conséquences de la méthode des moindres carrés, c'est que la somme des résidus est égale à 0. Et s'ils suivent une loi normale centrée sur 0, ils ne doivent pas trop s'écarter de 0. Voilà. Et ici, on peut peut-être se demander si 4, 1, moins 2, moins 7, plus 7 sont des valeurs qui sont proches de 0. 95, on est peut-être anormalement écarté de 0. Bref, on va essayer d'être relativement simple dans l'analyse statistique en vous donnant confiance, en vous disant ce qu'il faut regarder en priorité pour que vous considériez que les statistiques sont non pas des outils de sélection dans un examen ou un concours, mais sont des outils d'aide à la décision. Et donc, je vais surtout m'intéresser à la qualité descriptive et prédictive de la modélisation, parce que, ne l'oublions pas, on veut chercher à faire tourner à partir d'une équation mathématique la boucle d'optimisation. Alors, pour les plus perspicaces d'entre vous, je vous ai mis en mémoire 2 publications qui montrent des fois les subtilités à mettre en œuvre pour utiliser des outils statistiques dans les problèmes de formulation. N'oublions pas que la somme des proportions des constituants est égale à une constante, 1 par exemple, et que ceci induit des équations un peu spécifiques. Alors, toujours pareil, lorsqu'on met en œuvre la méthode des moindres carrés, on a d'abord obtenu le vecteur des coefficients. En ayant obtenu le vecteur des coefficients, on a pu calculer les réponses prévues par le modèle Y chapeau
pour les 15 mélanges réalisés. Et la première des choses à faire, c'est de regarder la proximité de ces deux vecteurs. Alors, on a regardé les résidus tout à l'heure, précédemment, on va les revoir, mais vous pourriez, et je vous invite à toujours faire le graphe d'adéquation. Le graphe d'adéquation que vous voyez apparaître en bas de la figure, c'est une représentation plane sous forme de nuage de points. Sur l'axe horizontal, j'ai matérialisé la variation de la réponse observée. Je vous rappelle qu'elle varie entre 75 et 425 candela, 10-3 candela, pardon. Et sur l'axe vertical, j'ai matérialisé la variation de la réponse renvoyée par le modèle. C'est ce que l'on voit ici de façon un petit peu plus importante. Dans le plan de la figure, mettez la première bisectrice. Pourquoi? Parce que la première bisectrice, c'est l'endroit de l'espace où x est égal à y. Alors ici, ceux qui jouent le rôle de x, c'est la réponse mesurée, et ceux qui jouent le rôle de y, c'est la réponse calculée. Donc plus les points sont près de la première bisectrice, plus le modèle sera descriptif, ou du moins le modèle passera près, même si ça n'a pas trop de sens, des points expérimentaux. Et patatrac, on voit sur ce... Pardonnez-moi cette expression, mais on voit sur le graphique que la meilleure de nos réponses, 425 10-3 candela, eh bien c'est celle qui est la plus mal décrite. Pourquoi? Parce que c'est le point qui est le plus éloigné de la première bisectrice. En effet, on avait vu que le modèle pour 425 10-3 candela nous renvoyait 330 10-3 candela. Et donc ceci déjà nous laisse augurer qu'il va être difficile d'utiliser ce modèle pour faire de l'optimisation. Mais enfin, continuons l'analyse statistique. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment restituer ce graphe d'adéquation sous forme d'un indicateur résumé traduisant la qualité descriptive. Et donc, pour ça, ils vont calculer, ou un logiciel va calculer pour eux ce qu'on appelle un coefficient de détermination, dont on va rappeler l'origine. À partir de la décomposition suivante, toute valeur mesurée peut être décomposée sous la forme d'une somme, d'une partie déterministe et d'une partie aléatoire. Les valeurs mesurées, c'est le vecteur y, là où vous avez mesuré, tout à fait en bas, 425 10-3 candela. La partie déterministe, c'est l'équation du modèle. Vous avez mesuré en bas 330 10-3 candela, et la partie aléatoire, c'est le résidu. Vous pourrez toujours écrire ça. Et donc, on va essayer de regarder, de mettre ces vecteurs côte à côte. Alors, les vecteurs, c'est bien beau, mais ils contiennent autant de valeurs qu'il y a de mélanges. Et donc, il va falloir résumer les valeurs de ces vecteurs par un indicateur. Et l'indicateur que l'on va utiliser, ça va être des sommes de carrés. On va voir pourquoi. Et l'objectif, c'est de trouver quelle est la contribution de la partie déterministe et de la partie aléatoire dans l'explication de la variation des résultats expérimentaux. Le rêve de tout expérimentateur, c'est que la partie rouge contribue moins que la partie déterministe. Pourquoi? Parce que plus la partie aléatoire contribuera moins, plus le modèle passera près des points expérimentaux. Alors pour ça, on résume les valeurs qui sont contenues dans ces trois vecteurs par des sommes de carrés. Alors traditionnellement SCT pour somme des carrés totales, on fait la somme des valeurs yi moins la moyenne de ces valeurs au carré. Le deuxième vecteur est résumé par une quantité qui s'appelle SCM, c'est la somme des carrés des écarts entre les valeurs restituées par le modèle, y chapeau i, et leur moyenne. Il se trouve que la moyenne des réponses calculées est égale à la moyenne des réponses mesurées. C'est une des conséquences de la méthode des moindres carrés, et c'est ce qui est rappelé ici. Et puis le dernier vecteur, on va le résumer par la somme des carrés des écarts. Alors, ceux qui ont un peu de mémoire ont vu que les résidus, il y en avait qui étaient positifs, d'autres qui étaient négatifs, et conséquence de la méthode des moindres carrés, si vous en faites la somme, c'est égal à 0. C'est pour ça qu'on prend une somme d'ordre 2 en faisant la somme des carrés des écarts, donc la somme des carrés des résidus. Voilà. Donc ces trois sommes de carrés d'écart vont alimenter un tableau de synthèse qu'on appelle le tableau d'analyse de régression. C'est ce que vous voyez ici. Alors, je l'ai restitué de façon complète, mais petit à petit, on va expliquer l'origine des différentes cellules. La première colonne de ce tableau, vous voyez des valeurs numériques. On a reporté dans cette colonne la somme des carrés des écarts
des valeurs restituées, y chapeau i par rapport à leur moyenne, on a reporté la somme des carrés des résidus, et on a reporté la somme des carrés totales. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez, j'en avais fait la démonstration dans la partie aspect statistique, que la somme des carrés totales est égale à la somme des carrés des écarts, donc la somme des carrés des résidus, plus la somme des carrés liés au modèle. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran en faisant un petit calcul, dit calcul de tête. Cette équation, c'est ce que certains appellent l'équation d'analyse de variance. Je préfère l'appeler équation d'analyse de régression dans le contexte qui nous intéresse. Donc la somme des carrés totales sera toujours décomposable sous la forme de deux sommes de carrés, la somme des carrés des écarts et la somme des carrés des écarts liés au modèle. Ce qui va nous permettre de calculer immédiatement à partir de cette colonne un coefficient, alors que généralement les gens aiment bien en travaux pratiques, parce que vous aimez bien que les points soient alignés sur une droite, et quand les points sont alignés sur une droite, quand vous faites des expériences, le coefficient de détermination est proche de 100%. Et comment on le calcule, ce coefficient de détermination? C'est le rapport entre la somme des carrés liés au modèle et la somme des carrés totales, qu'on peut encore réécrire sous la forme 1 moins SCE sur SCT. Et bien ici, ce coefficient vaut à peu près 86%. S'il était égal à 100%, les points seraient parfaitement alignés sur la première bisectrice, et s'il était égal à 0%, bien finalement, la partie aléatoire l'emporterait à 100% sur la partie déterministe, et vous n'auriez aucune structure dans le nuage de points. Donc plus c'est proche de 1, plus on est content. Mais attention, à l'interprétation un peu trop rapide de ce coefficient. Ce coefficient n'est interprétable que dans le cas de la droite y égale à x plus b. Et donc ici, vous êtes dans un cas un peu plus compliqué, puisque vous avez 4 sources de variation, x1, x2, x3, x4, plus des termes rectangles, x1, x2, x1, x3, jusqu'à x3, x4. Et donc, il existe un autre coefficient de détermination qu'on appelle le coefficient de détermination ajusté, qui va faire appel à la notion de degré de liberté. Alors là encore, je vous renvoie, ce n'est pas l'objet des études de cas de redémontrer et redéfinir ces choses-là, je vous renvoie au chapitre consacré à l'analyse statistique, où on explique la nécessité de relativiser les sommes des carrés des écarts par des nombres de degrés de liberté de façon à obtenir des variances. Et vous voyez ici au numérateur, SCE sur n-p, c'est la variance résiduelle divisée par SCT sur n-1, qui est la variance totale. N, c'est le nombre d'expériences, 15, P, c'est le nombre de coefficients, 10. Donc il est très facile de calculer les degrés de liberté et de calculer le RE2 ajusté, qui est toujours inférieur ou égal au coefficient RE2. Donc ici, vous voyez qu'on est passé de 86% à quelque chose qui ne vaut plus que 60%. Et à l'extrême, ce coefficient peut être négatif malgré la notation, dans le cas où le numérateur, SCE sur n-p, l'emporte sur le dénominateur SCT sur n-1. Alors généralement, quand c'est négatif, votre modèle est loin d'être descriptif et les logiciels mettent des petites étoiles ou mettent des petits signes moins pour ne pas préciser la valeur. Donc ici, nous avons un modèle qui est descriptif, mais on se serait attendu à mieux. Voilà. Alors, je vous avais donné en introduction quelques éléments complémentaires en disant que cette étude de McLean-Anderson avait donné lieu à beaucoup d'autres publications, en particulier sur l'analyse des résultats. Pourquoi? Parce que le modèle de McLean-Anderson, enfin le modèle estimé par McLean-Anderson, qui est la forme polynomiale, la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, n'est pas très descriptive. Alors il y a des gens qui se sont lancés avec des modèles de Becker, on avait vu que c'était des modèles homogènes de degré 1, il y a des gens qui se sont lancés avec des modèles mettant en œuvre des rapports de proportion, on avait vu ça dans la séquence consacrée au modèle, mais voyez finalement que aucun de ces modèles n'est parfaitement descriptif. Alors, je vous ai mis le RE2 et le RE2 ajusté, sachant que c'est plutôt le RE2 ajusté qu'il faut interpréter. C'est simplement pour vous montrer que le RE2 ajusté est toujours plus petit que le RE2. Et vous voyez qu'on a bien du mal à atteindre 80% de qualité descriptive.
Alors pourquoi pourrait-on s'arrêter là? C'est parce qu'on va voir ou on sait que la qualité prédictive, celle dont finalement on a besoin quand on fait de l'optimisation, elle est toujours moindre que la qualité descriptive. Donc quand vous avez une qualité descriptive qui est mauvaise, par exemple de l'ordre de 60% pour le modèle polynomial de degré 2, il ne faut pas s'attendre à avoir une qualité prédictive plus élevée. Elle sera toujours plus petite, voire peut-être pas prédictive du tout. Donc voilà comment on peut résumer l'information contenue sur le graphe d'adéquation, et voilà comment dans les plans d'expérience en formulation, on est souvent amené à chercher des modèles alternatifs ou à chercher des sous-modèles en cherchant une sélection de monômes particuliers qui permettent d'améliorer le coefficient de détermination juste. Donc la partie qualité descriptive étant terminée, on va quand même si on se doute que la qualité prédictive ne sera pas extraordinaire, rappeler dans cet exemple comment peut-on quantifier la qualité prédictive. Alors pour calculer la qualité prédictive d'un modèle, ça veut dire quoi? C'est son aptitude à prédire des valeurs de l'intensité lumineuse sur des mélanges que nous n'avons pas encore expérimentés. Et donc pour ça, il faut faire appel à une matrice dont on a déjà parlé, qui est la matrice H. On en a longuement parlé dans la partie aspect statistique, dans la partie cours. On en a déjà parlé ici, puisqu'a priori, on s'était intéressé aux termes diagonaux de cette matrice qu'on avait appelés des leviers. Et ces leviers vont intervenir pour calculer, non pas les écarts de description, que nous connaissons déjà, c'est les résidus, mais les écarts de prédiction. Les écarts de prédiction, on les note E, entre parenthèses I, c'est l'écart de prédiction pour l'expérience petit i. Et cette méthode qui consiste à estimer la qualité prédictive d'un modèle a été proposée quelques années après la publication de McLean Anderson, en 1971. Et la matrice H, je n'ai cesse de le dire, trouve d'énormes applications dans les méthodes statistiques aujourd'hui. Alors, la matrice H, ce qui va nous intéresser ici, c'est les termes diagonaux. Et les termes diagonaux, c'est les leviers. Nous avions commenté cette représentation dans la construction de la matrice d'expérience. Nous savons que l'amplification des écarts de description E indice I par les leviers, le terme entre parenthèses, 1 divisé par 1 moins HI, sera de l'ordre de un peu plus d'une dizaine pour les expériences effectuées pour les sommets 1 et 2, puisque les leviers sont proches de 0,9. Donc finalement, on n'amplifie pas trop les écarts de description pour obtenir les écarts de prédiction. Mais malheureusement, voilà ce qui se passe. Vous voyez, regardez sur l'expérience 1, vous avez un écart de description qui vaut 13. Alors toujours pareil, 10-3 candela. Et le jeu de l'amplification fait que si vous ne tenez pas compte de l'expérience 1 pour fabriquer le modèle, c'est l'origine de ce E entre parenthèses I. On met l'expérience 1 entre parenthèses, on utilise les 14 autres mélanges pour fabriquer un modèle de degré 2. Et on regarde la prédiction faite par ce modèle. On aurait un écart de prédiction de 202. Pour la deuxième expérience, alors que vous aviez un écart de description de 21, vous avez un écart de prédiction de 321. Et ce que vous pouvez constater, en analysant ligne par ligne les deux dernières colonnes, c'est que les écarts de description sont naturellement toujours plus grands que les écarts de description. L'intérêt d'avoir des leviers les plus homogènes possibles, c'est d'amplifier de la même façon toutes les expériences. Remarquez au passage que pour la meilleure de nos expériences, celle qui est tout à fait en bas, pour 425 10-3 candela, l'écart de description était de 95 et l'écart de prédiction n'est que de 131. C'est normal, au centre du domaine, c'est là où vous avez le levier le plus faible, donc le coefficient d'amplification le plus faible. Mais cet écart de prédiction est encore trop grand par rapport à qui veut faire de l'optimisation. Alors, comment calculer à partir de ces vecteurs la qualité prédictive? Bien, pour calculer la qualité descriptive, nous avions résumé ce vecteur en faisant la somme des carrés des résidus. Mais pour calculer la qualité prédictive, on va faire la somme des carrés
des écarts de prédiction. Et la somme des carrés des écarts de prédiction, eh bien, c'est ce que l'on note sous l'acronyme PRESS, Prediction Error Sum of Square. On va faire la somme des carrés des écarts de prédiction. Et c'est cette somme des carrés des écarts de prédiction, PRESS, qui va nous permettre de calculer la qualité prédictive du modèle. Comment? Avec une analogie avec la qualité descriptive. Je vous ai rappelé en bas la qualité descriptive, 1 moins SCE sur SCT. La qualité prédictive, on la note Q2, c'est 1 moins PRESS sur SCT. Et ici, vous constatez qu'elle vaut moins 101%. Alors, Q2 est plus petit que R2 ajusté. Pourquoi cette quantité est-elle négative? Eh bien, parce que la somme des carrés des écarts de prédiction l'emporte sur la variation observée des résultats, SCT. Pourquoi? Parce qu'on a des trop gros écarts de prédiction et un peu partout dans la zone expérimentale. Donc en fait, on ne pourra pas ou on ne devrait pas utiliser ce modèle pour faire de l'optimisation. Alors, on pourrait se demander si les autres modèles alternatifs présentent par hasard une qualité prédictive positive et élevée. Alors on sait qu'elle sera toujours plus petite que la qualité descriptive, représentée ici par un diagramme en bâton bleu, et le seul modèle qui présenterait une qualité prédictive positive, c'est le modèle de degré 1. Alors mais regardez, c'est une piètre qualité, puisqu'en qualité prédictive, on est à peu près, c'est le bâton vert à 30%, et en qualité descriptive, on est juste au-dessus de 40%, autant vous dire qu'il ne vaut mieux pas utiliser le modèle de degré 1. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans la publication de McLean-Anderson, en 1966, on ne parle pas de tout ça, premièrement parce que on n'avait pas les outils pour le calculer, et que beaucoup de gens ont cherché à améliorer le modèle de McLean-Anderson sans jamais y arriver. Et je pense que ce qu'il faut conclure, c'est que finalement, McLean-Anderson ont dû vouloir faire un essai de robustesse, ce n'est pas dit dans la publication, en se demandant si en s'éloignant du centre du domaine, effectivement, dans toutes les directions, en allant vers les sommets et les centres de face, eh bien, on avait des réponses plus faibles, ce qui voulait dire, éventuellement sans faire de calcul, qu'on pouvait considérer que le centre du domaine était un optimum. Alors là encore, remarque d'ordre méthodologique et numérique pour la partie analyse statistique. Je vous avais montré tout à l'heure, dans la partie mathématique, que le passage des constituants aux pseudo-constituants permettait de travailler avec des déterminants de matrice d'information beaucoup plus importants, même si c'est encore petit, 10-14, que 10-27. Et donc je vous avais naturellement invité à utiliser dans les logiciels, chaque fois que cela est proposé, l'estimation des coefficients du modèle à partir d'une transformation pseudo-constituant. Je rappelle que les coefficients du modèle vont changer, par contre les résidus et les leviers ne changent pas. Alors, n'oubliez pas qu'un paramètre dans un modèle, il y a une incertitude qui va l'affecter, et donc cette incertitude est proportionnelle au coefficient de variance que vous voyez rappelé ici. Alors, ici encore, n'hésitez pas à vous reporter au chapitre sur les aspects statistiques, où ceci est présenté plus en détail. Les coefficients de variance, ce sont les termes diagonaux de la matrice de dispersion, et ils sont proportionnels aux incertitudes qui vont affecter les coefficients B1, B2, B13. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a une forte disparité dans ces coefficients de variance. Si vous passez en pseudo-constituant, vous voyez, entre guillemets, fondre comme neige au soleil ces coefficients de variance. Vous passez, par exemple, pour la première ligne de 222 à 17 et pour la deuxième ligne de 275 à 0,94. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est que ces coefficients de variance sont, au moins pour les premiers termes, d'autant plus importants que l'étendue de variation est petite. Regardez le coefficient de variance sur la ligne 4, c'est celui qui correspond au coefficient B4, à l'estimation du paramètre bêta 4. Et bêta 4, c'est ce qui traduit le coefficient associé à la variation du liant. Et le liant varie entre 3 et 8%, ou dans l'espace des constituants, entre 0 et 14%. C'est là où vous avez le coefficient de variance le plus fort. Par contre, lorsque les plages d'étendue sont grandes, c'est là où vous avez les coefficients de variables, de variance les plus faibles. Voilà. Et vous apercevez ensuite, comme modèle, c'est un propagateur d'incertitude. Pourquoi? Parce que vous apercevez que les termes de degré 2 ont des incertitudes beaucoup plus grandes. Alors regardez dans la colonne consacrée
aux constituants, les coefficients de variance que vous trouvez sur les lignes 9 et 10 sont énormes par rapport aux coefficients de variance associés aux coefficients, aux termes β1, β2, β3. Donc là encore, attention, un modèle c'est un propagateur d'incertitude, et ça le sera d'autant plus dans les problèmes de formulation que vous aurez des disparités dans les étendues de variation des constituants. Et ça, on n'y peut pas grand-chose, c'est la conséquence de la traduction, de l'expertise des chimistes, et les plages de variation des constituants. Donc le passage en pseudo-constituant permet d'améliorer un petit peu les calculs, mais là encore, dans les logiciels, n'hésitez pas à cocher la case, quand cela vous est proposé, calcul en pseudo-constituant. Alors, quel est le récapitulatif de cette analyse statistique? C'est d'abord un tableau dans lequel on va trouver tout un tas de coefficients. Ces coefficients, ce qu'il faut regarder en priorité, c'est d'une part la qualité descriptive, ici au travers d'un coefficient R2 ajusté qui vaut 60%. N'hésitez pas à faire un graphe d'adéquation pour regarder si finalement les points d'intérêt pour vous sont près de la première bisectrice ou non. Et enfin, dans le cas des plans de mélange, vous avez la possibilité souvent de faire des modèles alternatifs ou des sous-modèles à partir de votre maillage. Et n'hésitez pas à chercher, quand les logiciels le permettent, le modèle qui est le plus prédictif possible. Et ici, parmi les types de modèles qu'on a envisagés, on n'a pas trouvé finalement la perle rare qui aurait pu être prédictive. Donc il aurait fallu théoriquement s'arrêter là en disant le mieux qu'on a obtenu, c'est le centre du domaine avec 425 10-3 candela. Alors on va quand même expliquer dans la séquence suivante comment dessiner l'équation du modèle à partir du vecteur des coefficients. Et donc je vous invite à passer à la séquence suivante et avant-dernière séquence où on va voir comment utiliser les coefficients du modèle pour dessiner la variation de la réponse dans le domaine expérimental. Merci encore de votre attention.